faite au nom des États du Benelux. Le Canada a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Canada appuie la déclaration faite par le groupe des Amis de la responsabilité de protéger. Nous remercions le secrétaire général pour son rapport et aussi je remercie Mme Enderito pour son discours aujourd'hui. Et nous nous réjouissons que le rapport mette l'accent sur les enfants et sur les jeunes. La promotion de la protection des enfants contre les conflits et la violence est une priorité pour le Canada depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, je dois parler des effets dévastateurs de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, qui est, parmi d'autres choses, est une guerre d'agression contre les enfants de l'Ukraine. Mr. President, Monsieur le Président, alors même que nous évoquons ce sujet ici à l'Assemblée générale, les forces russes bombardent aveuglement des hôpitaux, des écoles, soumettent des femmes et des filles à des violences sexuelles barbares et, selon les signalements, déportent des centaines de milliers d'enfants ukrainiens. C'est une guerre qui est livrée contre l'avenir même du pays. La Russie s'efforce de détruire l'identité ukrainienne, l'identité de l'Ukraine en tant que nation souveraine et indépendante. Je rappelle à toutes les personnes présentes ici qu'après les événements catastrophiques de la Deuxième Guerre mondiale, cette Assemblée a adopté une convention contre le génocide qui dit ce qui suit. J'ai le texte sous les yeux car je crois qu'il ne faut jamais oublier ce qui figure dans ce texte. Dans la présente convention, peut-on lire dans la convention, génocide signifie tout acte parmi les suivants visant à détruire dans son intégralité ou partiellement un groupe national, racial, ethnique ou religieux en tant que tel. Petit a, assassinat de membres du groupe. Deuxièmement, acte d'infliger délibérément des conditions de vie calculées pour entraîner leur destruction physique, en partie ou dans leur intégralité. Ensuite, imposer des mesures visant à prévenir les naissances au sein du groupe. Et enfin, transférer de force des enfants d'un groupe vers un autre groupe. Ce dernier alinéa est très pertinent. Transférer volontairement des enfants d'un groupe vers un autre groupe. Cela figure dans la définition de génocide. L'Ukraine a saisi la Cour internationale de justice des allégations sans justification portées par la Russie de supposé génocide en Ukraine. Et la Cour a rendu une ordonnance disant que la Russie devait se retirer du territoire ukrainien. La Russie est membre de la Cour internationale de justice. Nous encourageons vivement le secrétaire général à utiliser tous les outils à disposition des Nations Unies pour veiller à ce que la Russie ait des comptes à rendre pour ces crimes très graves perpétrés contre les enfants en Ukraine. À certains moments de l'histoire, il est nécessaire de faire preuve d'audace et nous vivons un de ces moments. Nous continuerons quant à nous de promouvoir la reddition de comptes pour les violations du droit international par la Russie en Ukraine, y compris par le biais de la CPI, de la CIJ et des tribunaux nationaux en invoquant la juridiction universelle. Tout comme nous continuerons d'exiger reddition de comptes en Éthiopie, au Myanmar, en Syrie, au Yémen et partout dans le monde. Au cours des 13 dernières années, cette Assemblée a discuté la question de la responsabilité de protéger. Nous comprenons mieux ce que ce principe signifie et ce qu'il ne signifie pas. La responsabilité de protéger ne concerne pas seulement l'utilisation de la force militaire. Contrairement à ce que certains dans cette Assemblée continuent d'affirmer, et je suis certain qu'ils vont affirmer encore dans ce débat,
Ce n'est pas une utile d'ingérence contre la souveraineté des États. Au contraire, la responsabilité de protéger consiste à renforcer la souveraineté responsable des États. Il s'agit avant tout de prévention en utilisant tous les outils dans le plein respect de la Charte des Nations unies et du droit international. Et la prévention des atrocités criminelles est l'affaire de tous et de tout le monde. Last year, we collectively placed R2P permanently. L'année dernière, nous avons ensemble décidé de faire figurer de façon permanente ce point à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. À juste titre, il nous tarde de suivre la suite des débats à l'Assemblée sur cette question et nous aimerions partager deux réflexions. Tout d'abord, les rapports récents du secrétaire général ont étendu notre compréhension de cette notion. À l'avenir, les rapports devraient se concentrer sur les situations particulières dans les pays et fournir une évaluation des risques et des recommandations, plutôt que d'étudier seulement la question à travers un prisme thématique. En fait, il faut rentrer davantage dans les détails, dans les aspects pragmatiques de la signification de cette notion. Car cet exercice n'avait pas pour vocation d'être un exercice purement théorique. Nous ne voulions pas non plus survoler la situation. Non. Il faut passer à l'action. Nous avons un cadre applicable d'adoption de politique et d'action. Charge à nous, aux membres de l'Assemblée générale, de passer de ce cadre à la réalité. Recevoir davantage d'informations en temps voulu de la part de l'ONU, y compris à travers les rapports du secrétaire général, cela nous aidera grandement dans cet exercice. Ensuite, nous continuons d'être les témoins d'abus du recours au droit de veto au Conseil de sécurité, ce qui paralyse cet organe. Dans les crises en Ukraine, au Myanmar, en Syrie, alors que le Conseil devrait agir, il est paralysé. Si vous faites une recherche sur Internet, vous pourrez voir que des civils au Myanmar, des civils en Syrie, des civils en Ukraine brandissent des pancartes R2P, responsabilité de protéger. Ils nous appellent à réagir. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. À l'unanimité, au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale, nous avons adopté ce principe de responsabilité de protéger. Nous n'avons pas d'excuses, nous n'avons pas le choix, nous devons réagir. Le droit de veto est non démocratique, il est anachronique. Face aux paralysies au Conseil de sécurité, nous avons vu parfois l'Assemblée générale assumer à très juste titre ses responsabilités. Une dynamique s'est mise en branle pour apporter plus de transparence dans l'utilisation du droit de veto, y compris à travers la résolution sur l'initiative relative au droit de veto récemment présentée par mon ami, le représentant permanent de Liechtenstein. Mais les prérogatives de l'Assemblée générale ne s'arrêtent pas là. Comme l'a dit la CIJ, l'Assemblée générale doit aussi se préoccuper des questions de paix et de sécurité internationale. L'idée selon laquelle nous avons fait notre travail lorsque nous remettons une question au Conseil de sécurité est tout à fait erronée. L'Assemblée générale a une responsabilité, elle doit jouer le rôle qui est le sien. Je crois donc que nous devons continuer à avancer ensemble. Tout d'abord, nous devons continuer de rechercher des méthodes pour limiter le recours au droit de veto, notamment lorsque ce recours empêche le Conseil d'agir pour prévenir la guerre ou des atrocités. La présentation de la résolution relative au droit de veto est un premier pas, mais il faut aller beaucoup plus loin, comme l'a dit le Mexique, y compris en mettant en œuvre le code de conduite et en appliquant l'initiative franco-mexicaine. Nous pouvons aussi avancer sur la voie de la réforme du Conseil de sécurité. Le Canada continue de s'efforcer de prévenir une étendue des pouvoirs de veto et nous devons même nous poser la question, à mon avis, est-ce que le droit de veto a encore sa raison d'être? Deuxième voie sur laquelle nous devons avancer, continuer d'explorer le rôle de l'Assemblée générale pour prévenir ou riposter à la perpétration de crimes atroces conformément à la Charte des Nations Unies et de façon complémentaire à l'action du Conseil qui, nous l'espérons, parviendra à mieux fonctionner à l'avenir. D'ailleurs, nous exigeons un meilleur fonctionnement du Conseil de sécurité. Monsieur le Président,
Cette Assemblée et l'ONU ont évolué au fil du temps, alors que nous nous sommes retrouvés confrontés à de nouvelles problématiques, de nouveaux défis. La responsabilité de protéger est un exemple de cette évolution. Les citoyens du monde entier sont victimes de violences, de déplacements, de menaces qui pèsent sur leur sécurité physique. Dans ce contexte, nous avons la responsabilité de continuer d'évoluer pour répondre à l'esprit et à la lettre de la charte qui nous lie, et à l'esprit et à la lettre du principe de responsabilité de protéger que nous avons tous adopté à l'unanimité. En guise de conclusion, je dirais ce qui suit. Le 23 juin 1985 est la date à laquelle s'est produit ce qui était à l'époque la pire catastrophe aérienne de l'histoire. Au moment de cette catastrophe, nous savons qu'une bombe avait été posée dans un avion à Vancouver, au Canada. Ensuite, cette bombe a emprunté un autre avion vers Montréal et a ensuite explosé. On m'a demandé ensuite d'étudier ce qui n'avait pas fonctionné dans notre système de sécurité, dans notre système policier. Comment avions-nous échoué à protéger la population? Aujourd'hui, nous marquons l'anniversaire de cette catastrophe, c'est le 23 juin qu'elle a eu lieu. Et à cette occasion, alors que nous parlons de responsabilité de protéger, nous ne montrons pas du doigt les autres, nous nous regardons dans la glace, nous pensons à notre propre responsabilité de protéger les civils, de protéger des vies humaines, de prévenir les attaques, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur nature. C'est une responsabilité fondamentale de tout État. Et ce que nous essayons de faire pour mettre en place cette responsabilité de protéger, c'est créer une architecture. Il ne s'agit pas là de nier la responsabilité première des États, il s'agit de la compléter, d'y ajouter. Nous avons tous la responsabilité de prêter main forte pour protéger les vies humaines. Et lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en Syrie, au Myanmar, en Ukraine, il faut bien comprendre que jusqu'ici, cette architecture reste incomplète. Nous avons commencé son édification, mais nous n'avons pas encore réussi à traduire cette idée dans les faits, à l'appliquer. Cela reste le grand défi de notre époque. Je vous remercie. I thank the distinguished representative. Je remercie